On s'intéresse ce soir à un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui semble gagner du terrain un peu partout dans le monde. Le populisme est devenu omniprésent en Amérique, en Europe, en Afrique. Mais est-il vraiment dangereux pour nos démocraties? On en parle ce soir avec vous, Catherine Fieschi. Bonsoir. Bonsoir Clémentine. Et merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du 64. Vous êtes politologue, membre du Centre Robert Schuman d'études avancées et spécialiste des populismes. Alors d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de populisme, et puisqu'il a fait la une de l'actualité cette semaine avec son investiture, Donald Trump, nouveau président des États-Unis, est-il un populiste? Alors c'est vrai qu'on utilise un petit peu ce mot à toutes les sauces. Autrefois on traitait tout le monde de fasciste, maintenant on traite tout le monde de populiste. Mais c'est vrai que c'est un phénomène assez particulier. C'est un phénomène qui en général prend racine dans des démocraties assez avancées, où il y a une véritable promesse d'aisance, une promesse de liberté, une promesse d'expression, d'institutions stables, et puis aussi une promesse en quelque sorte d'aisance financière pour chacun. Et quand ces promesses ne sont pas tenues, il y a un certain nombre de forces politiques qui se mettent en place pour accuser les élites de profiter du petit peuple. Et en fait, le populisme qu'on voit en Europe, aux États-Unis, mais même au Canada se répandre en ce moment, c'est exactement ça. Ce sont des accusations contre une élite qui se serait soit rempli les poches ou en tout cas serait en quelque sorte enrichi, glorifié au profit du petit peuple en ne tenant pas ses promesses démocratiques. Et effectivement, ce qui est intéressant en Amérique et dans le cas par exemple de Donald Trump ou de Javier Milei en Argentine, c'est que ce sont des dirigeants qu'on taxe souvent de populistes qui ont adopté ce positionnement lorsqu'ils étaient en campagne électorale de candidats anti-système. Tout à fait. Alors le système, effectivement, on peut tirer un certain bilan, dire que c'est un système qui, en quelque sorte, est de moins en moins performant pour les classes populaires et les classes moyennes. Et en tirant ce diagnostic, des dirigeants comme Milei, par exemple, mais aussi comme Trump, comme Marine Le Pen en France ou comme Giorgia Meloni en Italie, utilisent en quelque sorte la défiance, la déception, le sentiment d'être laissé pour compte de ces classes populaires et de ces classes moyennes, afin effectivement d'accéder au pouvoir et surtout de promouvoir un certain type de politique assez radicale, une vraie cassure avec la politique de tous les jours en quelque sorte. Et il y a effectivement cette constante, la façon dont ces responsables politiques alimentent peut-être le ressentiment des foules, et ça c'est vrai qu'on le retrouve à peu près sur tous les continents où émergent actuellement des figures populistes. Vous qui étudiez le populisme depuis des années, vous diriez que c'est une approche politique, une façon particulière de faire de la politique, ou c'est une idéologie aujourd'hui? Alors je crois que c'est un petit peu des deux. Je pense qu'il y a une idéologie populiste parce qu'il y a quand même des thématiques dans tous les populismes qui reviennent. Pas simplement l'élite contre le peuple, mais aussi tous ces populismes sont en quelque sorte nationalistes. Ils sont tous plutôt anti-immigration. Ils s'attaquent à tout ce qu'ils voient comme les excès de bureaucratisation. Donc ils ont des thèmes quand même qu'ils partagent. Et puis il y a aussi un style de politique, c'est-à-dire la façon dont on s'adresse à ces électeurs potentiels, la création surtout d'une relation extrêmement directe entre le leader populiste et la foule, les citoyens, ces électeurs potentiels. Alors il y a évidemment la façon dont on s'adresse à ces citoyens. Je vous comprends, je suis comme vous, on partage les mêmes frustrations, nous faisons partie du même peuple. Et puis il y a évidemment aussi depuis quelques années le rôle que jouent les réseaux sociaux en créant cette espèce d'intimité, n'est-ce pas, cette espèce en donnant au populisme en quelque sorte toute sa dimension de démocratie directe que les leaders populistes préconisent, aussi bien dans leur rapport aux citoyens et aux électeurs que dans les institutions, puisque ce sont en général des gens qui sont en passe de promouvoir beaucoup de référendums, une démocratie directe et non pas une démocratie représentative. C'est pour ça qu'il y a un peu des deux.
idéologie et style politique. Vous évoquiez justement ces thèmes récurrents et notamment la lutte contre l'immigration avec cette idée que peut-être les pays seraient envahis par des afflux colossaux de migrants. On a le sentiment aujourd'hui avec les populismes que finalement c'est peut-être davantage les opinions qui comptent que la véracité des faits. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je crois que ils sont, comment dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il est évident que ils s'attaquent à des thèmes qui sont un peu sensibles. Ensuite, ils se saisissent du sujet et déforment la réalité complètement, que ce soit en manipulant les chiffres, et donc en manipulant les chiffres, en manipulant les émotions des gens qui les écoutent, ou que ce soit simplement en disant de contre-vérités. Vous ouvriez cette séquence avec Donald Trump en Californie. Donald Trump, d'un côté, a dit pendant son inauguration que l'administration Biden n'avait rien fait pour la Californie. Il est maintenant en Californie en train de dire on va couper toutes les aides que l'administration Biden vous a accordées. Donc il n'y a absolument comment dire, il n'y a aucune allégeance à la vérité, aucune allégeance aux normes démocratiques auxquelles nous croyons depuis les Lumières, mais en tout cas depuis l'après-guerre. C'est-à-dire que dans une démocratie, on essaie de dire la vérité, on essaie de s'en tenir aux faits. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est balayé par les populistes. Aujourd'hui, beaucoup de détracteurs du populisme, justement, s'inquiètent de la menace supposée que cela représente pour les démocraties, et notamment les démocraties en Europe. On voit que Donald Trump, nouveau président des États-Unis, fait de certains dirigeants européens, notamment d'extrême droite, je pense à la première ministre italienne Giorgia Meloni ou au premier ministre hongrois Viktor Orban, des interlocuteurs privilégiés, peut-être plus que d'autres Européens qui auraient peut-être plus de légitimité, en tout cas au sein des institutions européennes, à être des interlocuteurs des États-Unis. Est-ce qu'il y a un mouvement, justement, une forme d'international d'extrême droite, comme on a pu l'entendre, qui est en train de se mettre en place? Alors, je crois qu'en tout cas, de façon superficielle, il est évident que l'élection de Trump crée une certaine dynamique. Elle enhardit, en quelque sorte, les mouvements européens qui, d'ailleurs, n'avaient pas besoin de ça pour réussir ces dernières années. Mais je crois aussi qu'il faut faire attention lorsqu'on voit une internationale réactionnaire ou une internationale populiste ou d'extrême droite. D'abord parce que ce sont quand même tous des nationalistes et que finalement, il y a peut-être certaines velléités un peu superficielles de faire corps commun, mais lorsqu'il s'agira en quelque sorte de se ranger derrière certaines des demandes de quelqu'un comme Donald Trump, par exemple, qui demande aux Européens de prendre leur distance par rapport à la Chine, quelqu'un comme Orban va avoir des difficultés vis-à-vis de ça. La Chine est le premier investisseur dans son pays tout de même. Donc je pense qu'il y aura des moments où ce sera plus difficile. Et puis il faut garder en tête que pour quelqu'un comme Donald Trump, mais aussi comme Elon Musk, finalement ce qui importe, c'est un petit peu de semer la zizanie en Europe, de fragmenter l'Europe. Alors justement, de fragmenter l'Europe, il y a une polémique qui a émergé ces derniers jours. C'est justement ce débat organisé sur le réseau social X entre Elon Musk et Alice Weidel, qui est une des représentantes de l'AfD, donc parti d'extrême droite en Allemagne. L'Allemagne organise des législatives le 23 février prochain. Et Elon Musk a appelé ouvertement sur sa plateforme à voter pour l'AfD. C'est quand même une nouveauté, cette prééminence des réseaux sociaux. Et Elon Musk a quand même, vis-à-vis de l'Europe, un formidable outil à sa portée qui peut avoir des conséquences, on imagine, politiques assez importantes. Tout à fait. Elon Musk s'en sert depuis qu'il est propriétaire de X, donc. Et je crois que son interview avec Alice Weidel, puisqu'il est allé aussi loin que de l'interviewer sur X, c'est avant tout vraiment dans cette lignée de fragmenter l'Europe, de créer en quelque sorte une situation d'instabilité en Europe en faisant la promotion de dirigeants qui n'ont absolument, qui sont tous sceptiques par rapport à l'Union européenne et qui donc, en affaiblissant l'Europe, en quelque sorte, renforcent le pouvoir des États-Unis en matière financière, en matière commerciale, en matière de défense, puisque par exemple quelqu'un comme Alice Weidel n'est pas du tout en faveur de la position européenne dans la défense de l'Ukraine. Donc je pense que
il y a en quelque sorte quelques ressemblances idéologiques qui sont évidentes, mais il y a aussi vraiment de la part de Trump et de Musk le désir de fragmenter l'Europe, de l'affaiblir afin de pouvoir mieux exploiter ses faiblesses en quelque sorte. Et on constate également que le continent africain n'est pas non plus épargné par la montée de ces populismes. Alors là, les thèmes sont un petit peu différents. Les dirigeants populistes vont peut-être plus mettre l'accent sur l'exploitation d'un sentiment post-colonial assez fort, assez prononcé. Tout à fait. Et je crois que c'est une forme de populisme un petit peu différente, forcément, et c'est un peu dans l'ADN du populisme de s'adapter évidemment au contexte dans lequel il émerge. C'est une forme de populisme un peu différente puisque c'est dans un autre contexte, mais d'un autre côté, il y a, comme ailleurs, ce sentiment de promesses non tenues. De promesses non tenues, par exemple, de la part de la France. Quand la France disait qu'elle allait passer à un autre mode de relation, par exemple, avec l'Afrique, pour les pays africains, cela n'a pas été fait. Et donc, il y a ce ressentiment. Et la France, là, joue le rôle de l'élite qui n'a pas joué, qui n'a pas tenu ses promesses, en quelque sorte. Très brièvement, et ce sera ma dernière question, comment est-ce qu'en tant que citoyen, on peut justement reconnaître, identifier quand on est face à du populisme, des déclarations populistes? Alors, je crois qu'il y a un test très facile. Est-ce que cette déclaration fait appel plutôt à vos capacités d'analyse ou plutôt directement à un ressentiment, à ce qu'on appelle ce sens commun, à l'émotion pure? L'émotion, c'est bien, mais avec l'analyse. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci Catherine Fieschi, politologue, membre du Centre Robert Schuman d'études avancées, spécialiste des populismes. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.